Beaucoup moins qu'il y a quelques années de la Tunisie, dont la révolution de Jasmin avait donné le coup de départ à ce qui a été un printemps arabe considérablement important dans la modification d'une partie de la carte de cette région-là du monde. On le sait, dans certains cas, ça s'est vraiment très mal terminé ou pas terminé du tout. Des guerres persistent encore dans la région. Des dictateurs sont tombés, d'autres se sont accrochés à leur pouvoir. Dans le cas de la Tunisie, on a dit à plusieurs reprises, et c'est pas tout à fait faux non plus, qu'elle avait été admirable dans sa transition vers la démocratie. Il y a eu effectivement des élections, il y en a eu encore plus récemment, et puis on espère, même si c'est toujours un processus fragile, qu'on est dans la bonne voie. Notre invité partage probablement cette opinion et fera plusieurs nuances. Il a lui-même été président de son pays, la République tunisienne, de 2011 à 2014, défait en 2014 par l'actuel président, M. Essebsi. Monsef Marsouki est dans notre studio montréalais ce dimanche matin. M. Marsouki, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. Effectivement, je suis prêt à entendre ensuite toutes les nuances, mais on a beaucoup dit que la Tunisie s'était formidablement bien tenue. Pourtant, après une dictature de si longues années sous le régime Ben Ali, il y avait des rancœurs, des colères, des frustrations énormes. Et puis finalement, le pire ne s'est pas produit. Ça reste remarquable. Oui, ben écoutez, moi je dis toujours sous forme de blague que je suis le premier président arabe élu démocratiquement qui, une fois n'ayant plus le pouvoir, reste vivant, libre et vivant dans son pays. C'est-à-dire que la plupart du temps, malheureusement, dans nos procédures, un président qui perd le pouvoir, soit il va en prison, soit il va au cimetière, soit il part en exil. Donc la Tunisie innove sur ce point-là, et j'en éprouve de la fierté, même si effectivement, comme vous dites, j'ai été défait dans les dernières élections, mais c'est la règle du jeu. On a dit, aujourd'hui, la Tunisie rentre dans la phase d'alternance démocratique, et on l'a fait. Donc cette alternance démocratique pacifique, c'est un des symptômes de notre adhésion au club des pays démocratiques. Il n'y a pas que ça, on a fait une très très belle constitution qui a été discutée par l'ensemble du pays, qui n'a pas été octroyée. On a maintenu le pays à flot. On essaye de mettre en place une justice transitionnelle pour épurer tout le lourd passif du passé avec le moins de douleur possible pour le pays. Donc d'une certaine façon, la Tunisie s'en est bien tirée. Mais je dois être honnête aussi avec vous pour dire que ce n'est pas parce que nous, Tunisiens, nous sommes meilleurs que les autres Arabes, mais c'est tout simplement à cause de la structure de la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays de classe moyenne, un pays éduqué. C'est un pays qui est très proche de l'Europe, donc toutes nos élites sont extrêmement francophones, souvent formés là-bas. Formés là-bas, Ouais. donc. Mais il y a aussi le fait que nous n'avons pas une armée à l'égyptienne, c'est-à-dire une armée qui n'est absolument pas impliquée ni dans la politique ni dans le business, donc c'est une armée qui est restée républicaine, professionnelle. Ensuite, la notion de dialogue national, moi, dès que j'ai pris le pouvoir en Tunisie, dès que j'ai pris mes responsabilités, j'ai continué le dialogue qui avait été permanent pendant l'opposition. Et ensuite, nous, en Tunisie, on a eu cette capacité de dire que le vrai fossé n'est pas entre islamistes et laïcs, il est entre démocrates et non-démocrates. Et que, par conséquent, à partir du moment où une partie du mouvement islamiste s'était démocratisée, eh bien, on pouvait travailler avec eux. Et c'est ça qui a évité en réalité l'affrontement qui existe ailleurs. Vous vouliez à tout prix, j'imagine, éviter le terrible drame qui s'est produit en Algérie lorsqu'on avait confisqué la victoire au Front islamique du salut. On a vu la décennie terrible que ça a provoqué. On a dit on gouverne avec eux, mais on gouverne avec eux sur des principes très clairs. Donc les principes étaient quand même des principes laïques. Je veux dire que le mouvement islamiste, c'est lui qui s'est démocratisé. En fin de compte, je dis toujours, on a démocratisé une partie de l'islamisme. C'est pas nous qui démocrates que nous sommes islamisés. C'est ça, ça doit être bien compris. Mais est-ce que ça va aussi loin que de dire que l'État tunisien est un État laïque? Absolument. L'État tunisien est un État laïque, c'est-à-dire que, en fait, nous avons fait une concession qui est descriptive. On a dit l'islam est la religion de l'État. Et ça s'arrête là. Je veux dire que à partir de ce moment-là, les lois ne sont pas des lois comme dans d'autres pays musulmans arabes tirées du Coran, de la charia. Ce sont des lois qui sont édictées par les représentants du peuple à partir de la charte des Nations Unies, des droits de l'homme, des valeurs de la démocratie, etc. C'est en ce sens-là que nous sommes à la fois un pays laïque, c'est-à-dire que toutes nos lois sont des lois laïques et non pas des lois religieuses, et en même temps, nous avons assumé notre caractéristique de pays musulman, parce qu'après tout, c'est l'identité du peuple, l'identité du pays. Il n'y a pas de contradiction. Ouais, il n'y a pas d'opposition. Et même pour, par exemple, vous avez été l'un des militants
temps et pendant des décennies, ça vous a coûté ce que ça coûtait à beaucoup de gens, la prison y compris, de la défense des droits de l'homme. Il n'y a rien d'incompatible entre cette déclaration-là universelle et le fait qu'il y ait un État qui est peut-être à cause de la composition parlementaire, d'ailleurs, une majorité musulmane et qui va se comporter de telle manière, mais ça reste un citoyen tunisien dans votre esprit. L'idée que les musulmans... en fait, j'ai l'impression que souvent, malheureusement, islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. L'islamisme, ce n'est qu'une doctrine politique, alors que l'islam, c'est une religion et une culture. L'islamisme, c'est un très très vaste spectre où vous avez à l'extrême droite, vous avez des horribles terroristes de l'ISIS, etc. Et au centre de ce spectre, vous avez des musulmans, des islamistes qui ont accepté de devenir des démocrates. Et à l'extrême, vous avez des islamistes qui sont de gauche, etc. Donc c'est un très très vaste spectre. Il ne faut pas confondre. Et c'est la confusion qui pose problème. Je crois vous avoir lu dire, et je transforme peut-être les mots mais pas la pensée, qu'une partie de l'héritage de la révolution de Jasmin était un peu kidnappée, dans la mesure où ça devait être aussi l'occasion non seulement de se débarrasser de nos dictateurs, Ben Ali, ce qui s'est produit, mais aussi de faire une révolution sociale, une révolution économique qui amènerait les Tunisiens à partager les fruits de ce pays-là, qui est potentiellement très riche, même si parfois ça ne paraît pas toujours. En fait, dans tous les pays du monde arabe, les révolutions ont eu lieu au nom de valeurs démocratiques et non pas au nom de l'islamisation. Ça a surpris beaucoup de monde. Les gens s'attendaient à dire, quand il y aura des révolutions, ce sera des révolutions islamistes. Ça a été des révolutions démocratiques. Donc, deux mots d'ordre, les libertés publiques et les libertés privées, donc la démocratie et la justice sociale. Sur ce plan-là, nous, en Tunisie, on a installé la démocratie. C'est encore une démocratie fragile, elle est menacée par l'argent sale, elle est menacée par les vieilles coutumes, parce que vous savez, la démocratie c'est une culture, c'est pas uniquement une affaire de législation. Vous pouvez mettre des législations, une magnifique législation, mais dans les comportements, les attitudes, les gens sont encore à l'ancien régime. Donc le temps de transformer la législation en culture, il vous faut du temps. Et nous sommes dans ce processus. Le problème c'est que pour les 600 000 chômeurs actuellement en Tunisie sur une population de 11 millions, on ne mange pas la liberté d'expression. On ne se chauffe pas avec la liberté de conscience. Il faut donner du travail aux gens. Et donc là, la seconde partie, elle, est encore à venir, et c'est là que ça va se décider. Parce que si jamais la démocratie n'est pas capable de montrer qu'elle est efficace dans le fait, en luttant contre la corruption, en luttant contre le favoritisme, etc., de mettre en place une économie saine, donnant du travail à nos jeunes, la démocratie ne tiendra pas en Tunisie, ni ailleurs. Avez-vous confiance que, parce que vous dites que c'est un processus, hein, et dans la tête et dans les mœurs politiques, économiques, etc., avez-vous d'abord confiance que ce processus électoral avec un échéancier d'élections législatives, présidentielles, etc., sera respecté? C'est assez solide, cette partie-là de la révolution? Ce qui me paraît solide dans la transition démocratique en Tunisie, c'est que cette transition, elle a commencé bien avant la révolution. La révolution n'a qu'était un tournant. Les 20 dernières années, la société tunisienne, la société civile, elle a accouché d'une myriade d'ONG, syndicalisme, des droits de l'homme, femmes, etc. Et c'est ça qui a préparé la transition démocratique. La révolution n'a été qu'un point de clash focal entre l'État dictatorial et une société en plein développement. Et cette société, elle continue sa croissance. Donc il y a de plus en plus d'ONG, de plus en plus de partis politiques. Mais le processus... D'abord, il est lent parce qu'encore une fois, il faut transformer la législation en culture. Et ça prend écoutez, vous, les pays démocratiques ici, vous avez quand même 2 siècles de culture démocratique. C'est pas toujours tout réglé non plus. Hein. Et pas du tout. Et même, il y a toujours de la menace partout. Donc, nous sommes dans ce processus. Et le moteur de ce processus, c'est-à-dire ce que j'appelle la génération électronique, vous savez, nous avons 2 millions de jeunes qui sont tout le temps sur Facebook, qui sont dans cette phase, et qui sont des jeunes de la modernité, même de la post-modernité. Donc, ils sont déjà dans la démocratie participative, la démocratie réelle, etc. Et donc, le processus va continuer. Donc, ils ne toléreraient pas que ça soit kidnappé par quelconque velléité politique, militaire ou militaire, non. Mais par contre, la corruption, l'argent sale, maintenant en Tunisie, on crée des partis politiques, on crée des télévisions privées, etc. pour kidnapper le processus. On a été un peu victime de cela. Mais je veux dire, une fois que le processus est lancé, je pense que la Tunisie est sur le bon chemin, même s'il va y avoir des arrêts et des blocages. En 2015, beaucoup de gens avaient été impressionnés, ici au Canada, en tout cas très certainement, et ailleurs sur la planète, lorsque
le prix Nobel de la paix a été attribué au quartet de la société civile qui avait favorisé un peu cette transition-là. Il fallait réorganiser toute la société après le départ de Ben Ali et les élections. Effectivement, c'était pas une erreur du Nobel cette fois-là, parce qu'il y en a des prix Nobel de la paix qui sont un peu louches. Ce prix Nobel a été pour toute la Tunisie, en réalité. C'est comme ça que nous l'avons vécu. Effectivement, nous avons été très très heureux du fait d'avoir été remarqués, quoi. Et ce que nous essayons de faire, c'est quand même d'être, je dirais pas un modèle, parce que tous les pays arabes doivent inventer leur modèle. La Syrie est très différente de la Tunisie à cause de sa hétérogénéité. L'Égypte est très différente à cause du fait qu'elle a une armée qui s'implique dans la politique. Donc il n'y a pas de modèle tunisien, mais il y a des principes que nous avons mis en place, à savoir qu'il faut dialoguer, il faut discuter, il faut s'asseoir, il faut dialoguer avec les ennemis et les adversaires, pas avec les amis, les copains, parce que ça c'est pas du dialogue. Et il faut accepter la diversité, il faut chercher le compromis et non pas la compromission. Donc nous avons montré un petit modèle, une petite méthodologie, je dirais, parce que le modèle, encore une fois, je ne pense pas que nous puissions être un modèle à cause des différences fondamentales. J'étais au Soudan il n'y a pas très longtemps, ils ont fait aussi une tentative de dialogue national. En Libye, ils sont en train de mettre le dialogue national, en Égypte, on en parle, etc. Donc cette façon de faire à la tunisienne, cette méthodologie, est en train de porter ses fruits, et je pense que tôt ou tard, les adversaires politiques dans l'ensemble de ces pays devront s'asseoir et trouver des solutions à la tunisienne. Pendant à peu près 2 ans et demi après les élections et votre défaite, au second tour, vous avez obtenu 45% des voix, je crois. Oui. Vous êtes devenu très discret. Vous n'avez pas pris la parole, que je sache, en tout cas, beaucoup. Non. Et là, tout à coup, depuis l'automne, beaucoup plus, y compris ici au Canada, où il y a des antennes pour recevoir. Je sais qu'on vous suit de Tunisie, où que vous alliez. Vous êtes encore de la prochaine manche. C'est-à-dire que une fois que j'étais effectivement battu à 40%, c'était douloureux, mais c'était c'est la règle du jeu, je l'ai accepté. Je me suis dit, je vais attendre pendant une année pour voir comment ça passe. Si ce gouvernement met en place les réformes, les structures qu'il a promis, etc., je prends ma retraite et j'écris mes livres et puis je fais de la conférence partout. Bon. Et par contre, si jamais je vois les choses déraper, là, il faut que je retourne au champ de bataille. Et elle dérape, à votre avis, en ce moment? Elle dérape très, très, très gravement, parce que, en fin de compte, vous savez ce qui s'est passé en Tunisie, c'est le retour de l'ancien régime par les voies électorales. C'est malheureux à dire, mais quand vous êtes élu président dans une phase transitoire, vous héritez d'une économie à l'agonie, vous héritez des attaques terroristes, vous héritez de l'état profond qui vous bloque les réformes, vous héritez des médias qui sont contre vous, et vous héritez surtout des attentes des gens. Les gens croient que, hop, comme ça, vous allez régler les problèmes. Et quand, au bout de 3 ans, ils voient que leur situation ne s'est pas améliorée, ils commencent à être réceptifs au discours. Ah oui, vous regardez, la révolution ne vous a rien rapporté, etc. Donc, il y a une phase de retour de l'ancien régime, mais ça s'est passé comme ça dans les pays de l'Europe de l'Est. Et les gens découvrent maintenant que, en réalité, leur situation a beaucoup plus empiré que sous la période transitoire. Et c'est le retour massif aussi de l'ancien régime, c'est le retour massif de la corruption, c'est le retour massif de... Et là, je sens que la démocratie pour laquelle je me suis battu toute ma vie est en danger. En danger essentiellement par l'argent sale, la corruption, et le fait qu'on a menti aux Tunisiens en leur disant, voilà, nous avons les moyens de sortir de la crise économique. Donc je me sens impliqué, je retourne dans le champ politique. Parce que moi, je suis un homme qui n'a j'ai jamais eu de plan de carrière, mais par contre, j'ai un objectif. Toute ma vie, j'ai rêvé que la Tunisie ressemble au Québec. C'est-à-dire que ce soit une société juste, une société tolérante, une société où la loi est maîtresse, etc. Et avec le développement économique. Il n'y a aucune raison. Mais la Tunisie ne prend pas ce chemin maintenant. Est-ce qu'il vous faudra constituer une sorte de coalition? Parce qu'en ce moment, et pendant ces années-là, si ce que vous dites est vrai, le nouveau pouvoir a eu le temps de s'asseoir, d'établir son... Bon, alors, reconquérir le pouvoir par la voie des urnes, ce ne sera pas simple. Oui. Mais il le faut. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que changer le pays, pour le moment, la Tunisie est dans la démarche démocratique, on ne peut le changer que par les... Il y a des élections en 2019. J'ai recréé un parti politique qui s'appelle Mouvement des citoyens du peuple. Et il y a actuellement beaucoup de partis un peu qui sont extrêmement inquiets du retour de l'ancien régime, qui discutent, nous discutons ensemble pour effectivement ramener le parce qu'encore une fois, on est un peu sorti de la trajectoire de la révolution, et il faut remettre le pays sur cette trajectoire. Un mot sur l'attitude du Canada au cours de cette révolution, pendant votre présidence et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, pour être honnête, on a été un peu déçus parce que bon, pendant la période de M. Harper, je pense que ça n'a pas été. Bon, la Tunisie n'a pas beaucoup intéressé le Canada ni le Québec. Pendant ma présidence, on n'a pas eu beaucoup de relations, alors que je pense que la Tunisie a beaucoup d'affinités et avec le Canada et avec le Québec à cause de toute la francophonie, etc. Mais nous avons quand même ici dans ce pays des gens de qualité, des Tunisiens qui font partie de la population québécoise, que j'appelle toujours à s'intégrer. À propos, je voudrais remercier de nouveau la population du Québec et du Canada pour l'attitude extrêmement digne qu'ils ont eue après l'attentat du 29 janvier. Ça nous a touchés, là, je n'arrête pas de le dire parce que ça nous a touchés. Ça nous a montré que, vous savez, tous ces gens qui poussent à l'affrontement des peuples, des civilisations, au nom de ceci, au nom de cela, ils ont été quand même mis de côté à cause de cette attitude de solidarité, de rejet du terrorisme. Ça nous a touchés. Monsef Marzouki, l'ancien président de la République tunisienne, de passage au Québec, est dans notre studio ce dimanche matin en direct. Monsieur Marzouki, merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous tous. Merci, au revoir. On s'en va du côté des nouvelles.